Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Et bonjour, je suis très émue en fait de démarrer cet épisode de podcast parce qu'aujourd'hui on reçoit une invitée particulière qui nous tenait très à cœur. Clairement. Je peux le dire. On a Tiffaine avec nous, Tiffaine D. Bonjour. Dont vous entendez la voix, c'est incroyable. Alors je pose un peu le décor. Oui, parce que comme d'hab, quand on vous dit, voilà, là on est en repas de famille, des choses comme ça, là pas du tout, là c'est vraiment toute une autre ambiance là. Oui, là on est dans les loges du théâtre du Café de la Gare à Paris, tout à fait insolite, mais on adore. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, on accueille donc Tiffaine D, qui a accepté de venir avec nous pour parler d'écriture inclusive, de féminisme et de toi aussi. Ouais, et de tout ce que tu fais d'ailleurs au quotidien, parce que tu fais énormément de choses. Oui, je suis une grande militante. Est-ce que, Tiffaine, tu peux peut-être commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, je m'appelle Tiffaine D. Je suis à la fois une autrice, une comédienne, une metteuse en scène engagée. Et engagée pourquoi ? Parce que j'ai aussi la casquette de militante depuis presque une quinzaine d'années, militante de terrain, formée par les associations majeures de la lutte contre les violences masculines à l'encontre des femmes. Donc par exemple le CFCV, le collectif féministe contre le viol, qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années, qui a des numéros nationaux anonymes et gratuits. Viol Femmes Information, qui est le 0800 05 95 95, et aussi le numéro qui correspond à la Civise sur les violences masculines commises contre les enfants. Et aussi la VFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Et puis, je suis passée dans beaucoup d'associations. J'ai participé à beaucoup de campagnes. Par exemple, sur, ça c'est très très large, sur l'égalité professionnelle, sur la clitoris. C'était en 2011. On avait appelé ça Oser le clito à l'époque. Et c'était les premières fois qu'on représentait des clitas largement. Moi-même, que je découvrais les corps spongieux, les racines, enfin toute la partie interne qui fait quand même entre 10 et 11 cm des clitoris. Sur viol, la honte doit changer de camp, aussi en 2010, qui était... avec le CFCV, Oser le féminisme et les mixités, qui était la première fois où en fait on a dit de manière, en France en tout cas, de manière massive, que le viol c'était pas seulement ce cas où c'est l'inconnu aviné dans les couloirs du métro, mais que dans plus de 8 cas sur 10, la victime est connue du violeur qui prémédite son acte, et que la plupart du temps c'est le conjoint ou c'est papa. Enfin voilà, donc ça m'a permis sur beaucoup de thématiques de monter en expertise. J'ai beaucoup été aussi formée dans les colloques de Muriel Salmona sur la psychotraumatologie, etc. Et donc tout ça nourrit en fait mon écriture, que ce soit dans Compte à rebours, donc c'est un spectacle de réécriture des contes de fées, des contes de féministes. Qu'on vient de voir et qui est incroyable. Je vous invite à aller le voir aussi C'est un d'ailleurs. spectacle d'utilité publique, enfin clairement. Bah merci. Après, vous avez vu certains personnages. En plus, c'était une version spéciale pour les fêtes, donc j'ai voulu faire des choses plutôt humoristiques, même si il y avait aussi des moments émouvantes. Mais il y a une quinzaine de personnages. Si je les mettais toutes sur scène, ça durerait genre 5-6 heures. Et en plus, chacune existe en plusieurs versions en plus. Je l'aurais fait. Il faudrait que je la fasse un jour avec une entracte au milieu. Vraiment. Mais puis moi, ça me ferait plaisir parce qu'à chaque fois, je sais, moi, qui je vous montre pas, qui ne vient pas sur scène, et elle me manque. Donc oui, c'est à la fois une pièce de théâtre qui retravaille ces imaginaires communs des contes de fées avec lesquels on a grandi contraintes et forcées, ne serait-ce qu'avec Disney et compagnie. Et donc de reprendre ces histoires-là, de les remettre à l'endroit, de nommer violence ce qui est de la violence, et pas un baiser sauveur, par exemple, et de nommer héroïne qui est héroïne, et de revaloriser ainsi les héroïnes de notre enfance, d'en faire des personnages valorisantes qui ressemblent aux héroïnes que nous sommes dans la vie. Et puis La Pérille Mortelle, où c'est une one féministe show, où j'emmène toute la monde dans matriarcat, dans une monde où la féminine l'emporte sur la masculine, parce que les femmes oppriment les hommes tranquillement depuis au moins 10 000 ans. Et donc je reprends, je parle de la langue, de cette construction de la langue au XVIIe siècle, mais tout en inversé. Et je retravaille à chaque fois, pareil,
pareil, ça change à chaque fois puisque je travaille l'actualité. Donc là, prochainement, on va parler encore plus que d'habitude de Géraldine Depardieu, cette actrice accusée de viol par 14 personnes et soutenue par 56. Voilà. Donc oui, je manque jamais d'inspiration, hein, ni au niveau national ni international. Hein. Les hommes se démènent pour que j'ai des choses à dire sur scène, visiblement. J'en demandais pas tant. Par ailleurs, j'ai aussi une casquette à côté de cette casquette d'artiste engagée, tant sur la féminisme, mais aussi l'enfantisme et l'animalisme, puisque j'ai aussi ces casquettes-là. Il y a des versions des spectacles où on met le focus encore plus sur l'enfantisme ou sur l'animalisme. Et j'ai aussi une casquette de formatrice en entreprise, en association, en syndicat ou même en individuel parfois, tant sur les questions de promotion de l'égalité dans le monde du travail et de prévention des violences sexistes et sexuelles au travail, et aussi en tant que formatrice sur l'assurance dans la prise de parole en public, l'art oratoire, comment est-ce qu'on outille les femmes notamment, puisqu'on sait qu'on a beaucoup plus de mal à prendre la parole, notamment en public, sur le langage non verbal, comment est-ce que même quand à l'intérieur on n'a pas complètement de confiance en soi, on peut montrer les signes extérieurs que si, et se donner les meilleures chances et trouver des stratégies individuelles et collectives pour que les femmes puissent davantage porter leur voix. Donc tu as effectivement plein de casquettes, mais toutes ont le même but, qui défendent des valeurs féministes. Et d'ailleurs, je pense que ça n'aura échappé à personne que tu parles à la féminine. Oui, si je peux parler complètement à la féminine, on peut y aller. Je suis bilingue. C'est impressionnant. C'est-à-dire que je parle la féminine universelle. Je la parle aussi de manière light parfois pour être mieux comprise dans les médias. Et puis je parle aussi en inclusive, donc au masculin l'emporte, parce qu'en inclusive, le masculin l'emporte encore en vrai. Et donc celle-là, je la parle quand je suis avec Roger le banquier et que j'ai pas envie d'avoir des débats. Roger le banquier. Et ça, on s'en rend pas compte, mais on peut dire ce qu'on veut. Ça fait poser énormément de questions, ce langage-là, parce que on le voit beaucoup dans ton spectacle. Ça permet, même quand on commence à comprendre et à se rendre compte de ces choses-là, que donc du coup, il y a une oppression des hommes sur les femmes. Et que la langue est oppressive. Et la langue est oppressive, mais en fait, de tout. De tout, parce que même dans les langages, tu parles à un moment donné, je ne sais pas si on peut révéler certains mots que tu utilises, Si, un peu. mais il y a un mot qui m'a marqué, tu vas parler de famage à un moment donné. Et c'est vrai que rien que ça, c'est vrai que ça n'existe pas, ce mot-là, pour rendre hommage à une personne femme. Oui, alors famage, d'ailleurs, c'est un mot qui est énormément utilisé, en réalité, de plus en plus. Et la majorité du temps, malgré le sens qu'il porte, la majorité du temps, je ne suis pas citée. Les gens, d'ailleurs, la majorité du temps, ne savent même pas que c'est moi qui l'ai inventé. Okay. Et qui le démocratise depuis tellement d'années, avec toutes les moqueries et le cyberharcèlement masculiniste particulièrement violent. Là, on peut mettre tout au masculin, que je subis en représailles, alors que c'est famage. Donc précisément, rendre famage aux inventrices, c'est importante. Rendre à Cléopâtre ce qu'est à Cléopâtre, comme je dis. Et oui, famage, c'est une de mes trouvailles langagières. Il y en a d'autres, enfantisme par exemple, qui n'existait pas. Masculinisme, des choses comme ça, il y en a plein. Mais oui, en fait, c'est juste que je me suis retrouvée à vouloir écrire dans Compte à rebours, rendre hommage aux femmes, et j'ai hurlé, j'ai dit c'est pas vrai, ils sont partout. Et donc oui, j'ai envie qu'on soit partout, en fine, qu'on puisse raisonner à la maxime femme. Par exemple, là, je viens d'enlever homme de maximum. Je veux dire, ça n'a d'autre sens que d'être impertinente et de faire exister les femmes la plus possible. Et ça choque parce que c'est dans ce sens-là, parce que ça choque. Je pense que si tu reçois autant de harcèlement, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas envie que ça change, qui n'ont pas envie finalement de sortir d'un monde dans lequel ils ont des privilèges, puisque c'est un monde où seuls les hommes sont privilégiés, en tout cas même dans la langue. Cette langue-là, elle n'a pas toujours été parlée comme ça, et ça, tu l'expliques très bien aussi. Mais moi, je me souviendrai toujours de moi, dans cette classe de CP, en 6e, et où la maîtresse dit « le masculin l'emporte sur le féminin ». Et je me rappelle de ce que ça m'a fait, je me rappelle avoir levé la main, et je me rappelle avoir dit « mais pourquoi ? C'est injuste ». Et on m'a répondu « c'est comme ça ». C'est comme ça. Et la vérité, c'est que les élèves, quand ils entendent ça, ils se disent pas c'est juste pour la grammaire et l'orthographe. Non. Parce que je disais, je me souviens de la cour du coup de récré derrière, en disant avec les garçons qui disaient oui, non, on l'emporte sur vous et des choses comme ça. Ça, je me souviens de ça aussi. Est-ce que toi, tu te souviens de ce moment-là ou pas ? Tout à fait. Moi, dans ma TEDx où je raconte un peu la genèse de tout ça, en fait, c'est
je dis exactement les mêmes mots que ceux que tu viens d'utiliser. Parce que moi, c'est comme ça que je m'en souviens. Comment ça s'est passé, où j'étais, comment le prof était habillé, enfin voilà. Quels garçons ont rigolé, que c'était pas nos préférés, les filles qui ont baissé la tête. J'ai levé la main, j'ai demandé mais pourquoi, et on m'a répondu cette réponse. Et c'est là qu'on voit les liens, la résonance rhythmique entre adulte et inculte, parce que c'est comme ça. Et ça aussi, je l'ai eu. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que les femmes me disent énormément. Qu'on se souvient de cette moment-là, même parfois les hommes en effet, et de cette victoire qui n'était pas que sémantique. Quand bien même elle aurait été que sémantique, en fait, le langage structurant la pensée, ce serait encore dramatique. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais oui, tout le monde comprend, mais parce que c'est ce qu'il y a à comprendre, que les hommes l'emportent sur les femmes, basta. Et oui, qu'on nous ait raconté que ça ait toujours été comme ça, que c'est... Mais quand bien même, en plus. Et je l'ai dit aussi dans la TEDx, c'est que effectivement, tu as avec Eliane Viennot, avec Aurore Evin, beaucoup de, et pas que, beaucoup d'ex-mères, d'artistes... reprennent ces questions-là et expliquent que oui, la langue française est équipée pour l'égalité et que pendant l'immense majorité de son utilisation, elle a été beaucoup plus égalitaire, etc. Et que le masculin l'emportait pas du tout et qu'il y avait d'autres règles d'accord, proximité, majorité, choix, importance, etc. Néanmoins, quand bien même le masculin sur la féminine l'aurait toujours emporté de toute éternité, cette règle, je me serais quand même battue pour la changer. Oui, elle Quand n'a une rien de règle est légitime, injuste, on n'est pas tenu de la respecter. Et c'est pas parce que quelque chose a toujours existé qu'elle faut continuer à faire de la merde. Donc en plus, oui, certes, on a la légitimité historique avec nous, mais ce serait pas le cas que j'aurais le même combat. Pour ramener, parce que on a lu en fait les commentaires que tu prends derrière tes vidéos, tout ça, pour ramener juste, clore le débat là-dessus et ramener de la science. En fait, aujourd'hui, on sait que cette règle-là aussi induit ce qu'on appelle un biais de représentativité. Donc, c'est-à-dire que quand on va entendre des mots qui sont du coup masculins, on va avoir une représentation du discours avec des hommes et pas avec des femmes. Et ça, du coup, il y a de plus en plus d'études dessus. On sait que plus on a des représentations sociales via une personne ou une autre, et ben plus il va y avoir des inégalités et plus il va y avoir un écart entre ces personnes et là justement entre les hommes et les femmes à la défaveur des femmes. Tout à fait. Et souvent, les masculinistes me disent, qui me cyberharcèlent, me disent ouais, tu desserres ta cause. Alors déjà, si je desservais ma cause, ils seraient bien les derniers à me prévenir puisque ça les arrangerait. Bon. Donc quand votre ennemi vous dit tu te bats pas bien comme il faut, je pense que vous êtes sur la bonne route. Oui, et puis surtout qu'à la limite, tu fais un peu ce que tu veux de la façon dont tu sers ta cause. Oui, par ailleurs, je ne demandais pas leur tampon de validation. En plus, t'expliquer comment tu dois servir ta cause. Oui, ça c'est le mansplaining par excellence. Mais en plus de ça, souvent ils font croire qu'il y a toujours des combats plus graves. Alors par ailleurs, pour info, nous on s'est déjà battu contre le viol en France. On a déjà entendu, c'est pas le bon combat. Faut se battre contre l'excision, et quand on se bat contre l'excision, faut se battre contre les féminicides en Iran. Enfin bref, c'est tout jamais le bon combat. Les féministes, de toute façon, elles se trompent toujours de combat. Donc déjà, il ne faut pas hiérarchiser les choses pour une simple raison. D'abord, parce qu'une féministe comme moi, je l'ai dit au départ, qui s'est battue sur tellement de sujets, de tellement de manières, évidemment qu'on lutte contre tout, là, déjà. Bon, on y passe notre vie, on est tellement héroïque, courageuse, on laisse tellement de plumes, on est tellement épuisé. Déjà, mais qui sont-ils pour nous dire... évidemment qu'on lutte sur tout, là. Enfin, voilà. Et par ailleurs, le patriarcat, c'est une grosse machine avec énormément de rouages. Et en fait, sans les rouages de la base qui ont l'air si minuscules, si sibyllins, les blagues sexistes qui ne sont pas des blagues, qui sont du harcèlement misogyne fait par Roger à la cantine, ou la langue, le fait d'avoir pris cette langue égalitaire et d'en avoir fait de manière idéologique, masculiniste, politique, concertée, une arme de destruction massive des femmes, une propagande misogyne, eh bien ça participe en fait à permettre au fur et à mesure comme une propagande. Et cette propagande, ce qu'elle raconte, c'est que les femmes, c'est André Dworkin qui disait ça comme ça, la féminisme, c'est l'idée radicale selon laquelle les femmes sont aussi des êtres humains. Et en fait, ce que raconte cette règle, c'est que les femmes ne sont pas des êtres humains, au même titre que les hommes. Et moi, étant animaliste, par ailleurs, je dirais, sont des êtres vivantes. Ça devrait suffire à avoir de l'empathie pour elles. C'est une propagande de base, et sans cette propagande-là, il ne peut pas y avoir l'empathie qui cesse. C'est-à-dire qu'avant de faire un génocide, il y a toujours des propagandes pour rendre l'autre... pour le rendre inhumain, mais encore une fois, en tant qu'animaliste, c'est même plus que ça, quoi, mais le rendre chose, et donc ne plus avoir d'empathie pour cette personne. Et donc, par exemple,
le génocide au Rwanda, il y avait une radio, la radio des Sept Collines, qui racontait que les Tutsis étaient des cafards. Bon, en tant qu'antispéciste, peut-être pas une insulte, mais voilà, là, ça en était une. Et donc, ça a suffi au bout de, je sais plus, je crois que c'était 5-7 ans, à ce qu'il y ait un génocide massif. Les Juives et les Juifs, pendant l'Holocauste, c'était les Youpines, les Loups. Enfin bref, voilà, pareil. Oui, il y a toujours quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tu es objet, tu n'es pas au même niveau. C'est ça. De toute façon, et donc ça te donne le droit. Qui passe par des blagues, qui passe par de la langue, qui passe par des représentations, etc. Et en fait, ça, les femmes le subissent depuis plus de 10 000 ans sur toute la planète. Donc c'est comme si on se préparait. Mais au génocide des femmes, ils se préparaient au génocide des femmes depuis très, très longtemps. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis oui, changer la langue, ça fait... Moi, je fais exister les femmes pour qu'elles existent tellement dans la tête des unes et des autres, des femmes et des hommes, qu'on puisse avoir de l'empathie pour les femmes et que ainsi elles ne puissent plus être violées. En fait, un homme ne peut pas violer une personne pour qui il a de l'empathie. C'est ça la finalité, c'est que en fait il y a une échelle dans le sexisme. Alors il y a dans cette échelle la blague gravelug sexiste, mais le haut du panier en fait c'est quand même qu'il y a des femmes qui meurent ça tue. Et que enfin c'est ça en fait, c'est que moi j'avoue que ça me met en colère quand on me dit oui c'est extrême, mais en fait ce qui est extrême c'est quand même les femmes qui meurent. Ça, c'est extrême. Oui, le viol, c'est extrême. Le viol, c'est extrême. Et c'est quoi d'ailleurs, je l'ai dit dans le spectacle, c'est quoi l'extrême non-violence, quoi? Oui, c'est ça. Ça ressemble à quoi, l'extrême non-violence? Vous pouvez m'expliquer? De toute façon, si c'était pas important, la langue, parce qu'on a ce genre de discours de en fait, c'est pas le bon combat, en fait, pourquoi vous attaquez à ça? Il y a d'autres choses, Ok, mais si c'était pas important, on n'aurait pas l'Académie française, on n'aurait pas le président Macron qui te fait un discours en te disant le masculin est le neutre. Mais non, mon gars, en fait, pourquoi tu as besoin on n'aurait pas une loi au Sénat qui vient de passer il y a pas longtemps. Ils en auraient pas fait 12 des propositions de loi en 3 ans si c'était pas important. Alors, c'est pas important, mais apparemment, c'est quand même suffisamment important pour que tu légifères dessus. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'incohérence là-dedans, quoi. Et moi, je suis là en mode, bah du coup, si c'est pas important, pourquoi tu t'en préoccupes? Du coup, si ça te fait pas peur. Ils savent que c'est essentiel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, oui, au XVIIe siècle, ils ont changé la langue. C'est qu'ils savent que le langage structure la pensée et qu'on parle avec les mots qu'on a à disposition. Donc, si le mot autrice n'existe pas, on ne peut pas se projeter être une femme autrice et y vivre, en vivre de plein droit. Ou alors, on est une femme auteur et on est illégitime et dérisoire sur leur territoire. Et puis, si dans chaque phrase qu'on dit, donc qu'on pense, est intérioriser, larver l'infériorité des femmes et la supériorité des hommes contre elles, bon bah en fait, comment trouver même les moyens de s'émanciper? On peut même pas penser l'émancipation en fait finalement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils nous ont interdit le mot sororité quand ils ont créé les premiers dicos. Sororité, c'est notre alliance. Fraternité, par contre, ils l'ont gravé partout. Et donc c'est ça en fait. Et c'est extrêmement puissant la langue. Et juste, on me dit souvent elle est trop bête cette meuf. Attends, ils sont tellement médiocres. Parce que genre en anglais c'est neutre et pourtant il y a des violences. Oui, mais justement, moi je neutralise pas. La neutralisation et du coup tu parlais de scientificité. Bon bah il y a des super nouvelles études qui prouvent qu'en fait le neutre, tout ce que ça fait, c'est que ça neutralise les opprimés, c'est que ça neutralise les femmes. Oui, elles sont neutralisées, mais au sens d'effacer. C'est ça. Et en fait, le neutre n'est pas suffisante pour faire exister les femmes en patriarcat. Et finalement, les copines et les copains en Angleterre ont encore plus de difficultés à faire exister les femmes. Parce que là, il va falloir créer des mots qui les fassent entendre et qui les fassent exister dans nos propres têtes. Alors que nous, la langue française, elle est équipée pour faire exister les femmes. C'est top. En langue anglaise, il y a des moyens de faire exister sur les noms de métiers et de hautes fonctions, par exemple un actor, une actress. Donc, il y a des formes féminines, mais en fait qui ne sont même plus utilisées. C'est-à-dire que actress, c'est pratiquement... Enfin, Meryl Streep, elle dit qu'elle est actor, parce que actress, elle a l'impression d'être une petite chose, etc. C'est-à-dire que la forme féminine est tellement dévalorisée qu'on ne dit plus, en fait. Et donc, il faut revaloriser ce terme féminine et dire non, c'est pas de la merde. Donc, elle va falloir qu'en Angleterre, dans tous les pays anglo-saxons, elle fasse exactement le même travail là-dessus et même qu'elle crée dans le reste des phrases la forme féminine que nous, on a et qu'elles n'ont même pas. Parce qu'aujourd'hui, et c'est le test, il y avait une super chronique sur France Culture là-dessus. C'est génial. Et c'est le fameux test avec test sociologique très sérieux, scientifique, avec des phrases et des images. Il faut dire le plus vite possible si les deux correspondent. Genre, vous avez les framboises sont succulentes et un tabouret, bon, ça colle pas. Du coup, là, il y avait l'athlète démarre et ensuite, on mettait la photo
soit d'un homme qui va qui démarrer court, ouais. à la course, et là tout le monde disait ok, ça correspond, très très vite. Et quand c'était une femme qui allait démarrer à la course, les gens mettaient beaucoup plus de temps parce qu'ils disaient ah ben non, ça marche pas. Ah si, l'athlète ça peut être une femme parce que c'est épicène. C'est-à-dire que là, on n'a pas de déterminant, on n'a ni le ni là puisque c'est l'apostrophe, et athlète est censé être épicène et convenir aux deux. Mais quand c'est neutre, on imagine Ça que marche des hommes. Ce qui signifie que dans la langue anglaise, c'est encore plus masculinisé. Il n'y a pas de neutre, c'est faux. C'est-à-dire que nous, ils font du patriarcat, ils vont neutraliser, comme il n'y avait pas de neutre, ils vont neutraliser, soi-disant, le masculin pour que ça recouvre la féminine. Là-bas, la forme neutre, entre guillemets, est tellement intégrée que du coup, parce qu'il y a le patriarcat, ça fonctionne dans l'autre sens, le neutre devient un masculin. Chez nous, le masculin devient neutre, ils essayent en tout cas, et là-bas, le neutre est devenu masculin. Et du coup, pour c'est là où ça devient décroter ça, ça va être très compliqué. C'est du conditionnement. Enfin, Oui, en fait, c'est ça. c'est du conditionnement. Si depuis petit, même vu que on voit le monde comme on parle, comme on pense, vu qu'on sait que nos pensées conditionnent notre vision du monde. Si tu penses à la masculine ou au neutre et qu'on te dit depuis toujours de toute façon que de toute façon dans tout, tu grandis avec le fait que de toute façon il y a une domination masculine, même quand on essaye de neutraliser, ta première représentation c'est celle d'un homme. En fait, c'est ça. Oui, donc c'est ça. ça me choque pas ce que tu dis parce que C'était la petite histoire qu'on a lue tout à l'heure. Alors, toi, c'est une histoire que tu connais. Je vous la raconte, elle est pas très agréable. Donc, pour la petite histoire. Donc, c'est un père qui amène son fils à un anniversaire un samedi et puis il regarde son portable. Il évite quelque chose sur la route et il se plante en voiture. Malheureusement, le père meurt et l'enfant est gravement blessé. Du coup, il est emmené à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, le médecin lui dit « Ah non, je ne peux pas opérer ce patient parce que c'est mon fils. » Alors, comment c'est possible ? Je vous pose la question qui vous écoutez, vous allez chercher. Et moi, je la connais celle-là. La première fois que je l'ai lu, je me suis fait avoir. Ouais. J'ai cherché un père, je me suis dit ou alors c'était le beau-père et qui aime forcément voilà. Ouais, c'est ça. Moi, tu me l'as fait dans le train tout à l'heure. Ouais. Pourtant, je suis quand même En plus, je me suis assez trompé quand je éduquée l'ai sur ces sujets, etc. Mais j'ai mis du temps, quoi. J'ai mis du temps et mon premier réflexe a été de me dire attends, c'est le beau-père. Attends, avant de me dire putain, mais en fait, le médecin, c'est pas le médecin, c'est pas un homme, mais c'est le médecin, moi, j'ai vu un homme, tu vois. Voilà. En fait, c'était juste sa mère. Mais j'ai mis du temps à me dire, cet enfant a une mère, donc c'est sa mère qui est médecin et qui est médecine, du coup. Ouais. Et d'ailleurs, les enfants disent spontanément, on va chez la doctoresse, on va chez la médecine. Oui, c'est évident. ça, en fait. Mais on va chez la médecin ou on va chez le médecin, personne n'imagine une meuf. Et ça, donc ça, c'est le danger et la dérive de ce genre de choses. Les deux, vous parliez d'échelle dans le sexisme. Et moi, je sais que je faisais beaucoup de blagues. Et au départ, quand on parlait de pas tous les hommes, je comprenais pas parce que pour moi, c'était... je faisais pas de mal. Et en fait, quand on regarde et quand on s'intéresse aux phénomènes psychologiques derrière, une blague, c'est un extrême renforçateur de stéréotypes. Et les stéréotypes vont induire des représentations et du coup de l'inégalité et du coup de la violence. Mais de toute façon, l'humour, si tant est que les blagues sexistes soient drôles. Hein. Non, elles sont voilà, c'est pas des blagues, c'est pour des ça. humiliations. Oui, c'est ça. Mais c'est des vecteurs, oui, c'est des vecteurs et c'est des renforçateurs, effectivement, de stéréotypes, d'inégalités, etc. C'est d'ailleurs pour ça que c'est utilisé, sinon ça ne serait pas utilisé. Tout à fait. Et c'est extrêmement efficace parce que, en plus, faire rire, c'est d'un coup rallier à cette cause misogyne tous les gens autour, forcer les femmes à rire de manière un peu nerveuse en général. C'est très violent pour elles, parce qu'en fait, elles rient pour éviter la suite des représailles, pour que ça s'arrête en fait le plus vite possible, ou parce qu'elles sont totalement dissociées par cette violence-là. Et du coup, elles se retrouvent mises en complicité devant tout le monde. Enfin, c'est d'une violence inouïe. Hein. Tout à l'heure, je te disais, ton spectacle, c'est d'une utilité publique. Je pense que c'est hyper important aussi d'avoir ces discours qui se développent parce que ça permet vraiment de se poser des questions et de se rendre compte en fait de la machine patriarcale qui, du coup, induit ces inégalités et les reproduisent. Il n'y a pas de petit combat en soi là-dedans parce que et ça m'a marqué aussi, on apprend toujours que du coup le roi gagne sur la reine dans les jeux de cartes. Ça, quand tu es un enfant, c'est puissant en fait, comme vecteur d'inégalité. Mais oui. Mais oui, parce que donc, tout apprentissage se fait par le jeu chez l'enfant. Donc, et donc il n'y a pas de petit combat. En gros, si on est dans un monde où il n'y a pas de souci, c'était l'égalité, j'imagine que effectivement ce ne serait pas problématique. Mais en fait, dans ce système, c'est des choses qui alimentent. Et tout est comme ça. Dans un monde où il n'y aurait pas d'inégalité, alors déjà il n'y aurait pas de reine et de roi. En fait, oui, voilà. Déjà, c'est quand même la monarchie. Bon, en termes d'égalité, c'est pas tip top. C'est pas le top modèle. Et puis oui, jamais de la vie, il y aurait un jeu de cartes qui s'appelle la bataille déjà.
Enfin, c'est que c'est patriarcal, ça, déjà. Enfin, je veux dire, il y a un gros problème. Par exemple, déjà, il n'y aurait pas des trucs d'affrontement, et puis encore moins avec une figure féminine qui vaut moins. Puis après, un valet. Alors, la servante, elle n'est même pas dedans, mais le non, mais valet. ce non, jeu-là, mais il enfin, est classiste, sexiste. Non, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ce truc. Voilà. Donc, Ce genre de choses, en fait, ça a des forts impacts. Et nous, en plus, on le voit dans nos consultations. En fait, c'est un vrai impact sur la santé mentale, c'est un vrai impact sur... c'est un vecteur de psychopathologie. Et puis surtout, tu parlais de culpabilité, de choses comme ça. C'est, je pense, une des choses les plus compliquées à travailler quand justement on est face à des personnes qui ont été victimes. Une fois qu'on a travaillé sur le traumatisme, les émotions très dures à enlever, c'est la culpabilité et la honte. Parce que, en fait, on a toute une société qui cherche à la maintenir. En fait, je fais pas une hiérarchie de la souffrance quand je vais dire ça, je vais expliquer, mais tu galères moins à prendre en charge un stress post-traumatique d'un accident de voiture que des violences sexuelles, parce que une fois que tu as traité l'anxiété dans l'accident de voiture, c'est fini. Il n'y a pas d'autres... Alors parfois, s'il y a des gens qui décèdent, etc., il peut y avoir de la culpabilité. Mais sociétalement parlant, on sait que la façon dont la société va percevoir l'acte va conditionner aussi la façon dont la personne va vivre du coup le stress post-traumatique, etc. Et du coup, c'est des renforçateurs, et ça rend les stress post-traumatiques plus sévères et plus difficiles à traiter parce que sociétalement parlant, les victimes sont culpabilisées en fait. Et ça, en thérapie, on galère en fait à traiter ça parce qu'on a beau dire, tu vois, on se débrouille, mais vu qu'il y a un consensus mondial pour dire que mais c'est pas si grave, et puis pour trouver des justifications internes à la victime, en fait, tu galères. Oui, l'exemple de ça, c'est le mot de victime. Souvent, ça vous aura pas échappé. Les femmes qui ont subi des violences masculines vont dire je suis pas une victime parce qu'elles ont intégré ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire que la honte, c'est le mot, c'est d'être victime. C'est pas d'être un violeur, un agresseur, c'est pas d'être de par diable. Là, t'as Macron qui te soutient. Tu vois. Et du coup, on remarquera que c'est pas du tout le cas. Moi, j'aime encore plus que l'accident de voiture. Je trouve que c'est encore plus parlant sur, par exemple, des actes de terrorisme. Ce qui s'est passé au Bataclan, on n'a entendu personne, dans les survivantes et les survivants, ou même les proches des victimes, dire on n'est pas des victimes. Personne. Parce que là, d'un coup, c'était plus une insulte. Tout le monde comprenait. C'était des victimes, des terroristes. Basta. Et pourquoi est-ce que là, c'est plus une insulte ? Parce que tout le monde est du côté des victimes. Parce que tout le monde sait que les terroristes avaient tort et que personne va dire oui, mais quand même, vous l'avez un peu chargé. C'était quand même un truc qui s'appelait Death Metal machin. Vous cherchiez la merde. Je veux dire, il y avait le mot mort dans le nom du groupe. Voilà. Donc, personne ne va faire ça. Ça nous vient même pas à l'esprit. Mais complètement. Par conséquent, et puis Macron va pas prendre la parole pour dire moi, j'admire beaucoup les terroristes. Parce que à un moment donné, ils ont fait une super pièce de théâtre. Donc, non, personne ne va faire ça. Et donc, du coup, là, le mot victime, il est noble. Et personne dit, ouais, je suis pas une victime, ça me définit pas. Mais on sait que ça te définit pas. C'est quelque chose qui t'est arrivé, c'est un fait. Basta. Évidemment, quelque chose que t'as évidemment, subi, ouais. T'es victime, ça fait partie de toi. Mais c'est pas que toi, évidemment. Il y a plein d'autres choses. On n'est jamais réduite à une seule chose. Voilà, bon, bref. Mais en tout cas, là, ça passe. On remarquera que les seuls endroits où le mot victime, soi-disant, il faut pas être une victime, c'est au moment des violences masculines. Donc, c'est les femmes, les enfants, éventuellement les hommes victimes d'agresseurs gays. C'est les seuls endroits où c'est la honte d'être la victime. Parce qu'in fine, dans la société, c'est encore la honte d'être la victime, et c'est encore hyper stylé d'être l'agresseur. Ça n'empêche pas d'être ministre de l'Intérieur. Non, mais oui, on partage complètement ton point de vue. Tu as totalement raison sur ça. C'est que ça va retarder aussi du coup la prise de conscience et du coup le travail thérapeutique derrière. Oui, tout à fait. Et parce qu'en fait, la société passe son temps d'abord parce qu'elle n'y a pas de justice. En fait, c'est déjà une première justice pour les survivantes et les survivants du Bataclan qui ont pu être traités. Muriel Salmona, par exemple, psychiatre et psychotraumatologue, qui en majorité accompagne des survivantes de violences et des survivants de violences sexuelles masculines. Elle a aussi accompagné des survivantes et des survivants du Bataclan. Et en fait, c'est déjà une première justice que toute la société se solidarise de toi. Que toute la société reconnaisse ton trauma, que toute la société soit contre tes agresseurs. Tu viens valider. Mais c'est gigantesque. Et donc, oui, elle dit, ces personnes-là, on guérit tellement plus vite. Alors que c'est un truc... c'était aussi un truc atroce. Et donc, cette sensation qu'on va mourir, l'ont vécu aussi. Donc, c'était la même mémoire traumatique, les mêmes mécanismes. C'est le même mécanisme. Sauf que nous, en permanence, d'abord, il n'y a pas de justice. 0,6% des violeurs passeront par la case prison. Donc, à chaque fois qu'ils disent « faut laisser la justice faire son travail », mais c'est un crachat dans nos faces. Quel travail elle fait pour les femmes ? Il n'y a pas de justice pour les femmes dans ce pays. Mais ça c'est pour ça n'existe qu'ils pas. disent ça, d'ailleurs.
Faut laisser la justice innocenter notre copain. Comme ça, après, c'est bon, on pourra vous dire il a été blanchi, alors que non, pas du tout. Ils vont nous dire qu'il n'y a pas assez de preuves. Voilà, c'est tout. On la connaît, l'histoire. Sauf que là, il y a des vidéos. donc voilà. Mais ils vont raconter qu'elle était soi-disant consentante, avec toute l'arnaque du consentement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est une arnaque, ce terme de consentement. Le consentement s'achète, le consentement se contraint. C'est pas un désir libre et éclairé, un consentement. Un consentement, c'est encore l'autre qui propose et nous qui cédons. C'est la même chose, en fait, consentir et céder, en réalité. Souvent, même moi, j'ai déjà dit céder n'est pas consentir, mais en fait, si. Si, c'est ça. Quand on a farouchement envie de quelque chose, on ne dit pas qu'on consent. Je consens à aller prendre un bain. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Je consens à aller voir au ciné. Je vois où tu veux en venir au niveau c'est pour ça, là, il y a tout un truc sur inscrire le consentement dans la loi. Ce serait tragique, en vrai. Et je sais que c'est pas du tout à la mode de dire ça, mais ce serait tragique. Donc, parce que du coup, tu fais signer la meuf avant de lui faire subir des trucs. C'est ce qu'ils font aux États-Unis, hein. Par exemple, DiCaprio, il est connu pour ça. En plus de sortir qu'avec des petites jeunes, que c'est devenu une blague, du coup, maintenant, celles qui passent à 25 ans, elles ont des gâteaux d'anniversaire trop vieilles pour DiCaprio. Hein, voilà, plus vieillies, plus elles sont jeunes. Et du coup, il fait signer avant. Je m'engage à pas porter plainte, à être d'accord pour toute la soirée. D'accord. Et tu fais comment derrière? Je savais pas que ça existait. Ça marche pas, en fait, le consentement. Tu signes que tu es d'accord. Mais sauf que le principe, c'est que tu puisses dire non à n'importe quel moment. Oui, c'est pour ça qu'on précise consentement libre, éclairé, révocable, réversible. Mais c'est pour ça qu'il faut dire désir, en fait. Mais ouais. C'est le mot consentement, c'est de la merde. C'est encore eux qui veulent et nous, on consent. Voilà, moi j'appelle ça de la merde. Voilà. Okay. Donc, et c'est une immense arnaque. C'est très dangereux, ce truc-là. Il y a des super articles de Catherine McKinnon, une immense féministe là-dessus. Et c'est encore se poser la question de la victime. C'est encore la mettre, elle, au centre du truc. Là, on va se demander, est-ce que les victimes de Depardieu, elles étaient consentantes ou pas? Alors déjà, c'est délirant, hein, parce que vous avez vu le mec ou pas? Non, mais il n'y a pas de doute. Non, mais déjà, est-ce que vous l'avez vu physiquement? Voilà, oui. Personne ne peut désirer ça, c'est pas possible. Non, mais vraiment, scientifiquement, je pense qu'on peut faire des études. C'est impossible. C'est impossible. Pour un autre tout phénomène, toute libido est éteinte par ce nez en forme de bite. Parce qu'il a un nez en forme de bite. Il a un gland sur la face. Je veux dire, au bout d'un moment, il se ressemble, le mec. Plus il vieillit, plus il a la tête de qui il est. C'est Dorian Gray, le gars. Donc voilà. Et en plus de ça, c'est une femme qui avait à l'époque à peine 18 ans, qui pesait 32 kilos. Lui, il en pèse presque 150. Et elle l'a connu quand elle était petite fille. Non seulement c'est un viol, mais en fait, c'est un viol pédocriminel, vu qu'il lui a dit qu'il aimait son corps d'enfant, petit garçon. Et même par inceste, en fait, parce que le gars, il faisait limite partie de la famille. Donc, je veux dire, et là, on va se demander, est-ce qu'elle était consentante? Sous-entendu, est-ce qu'elle pourrait être d'accord pour avoir ses doigts à lui dans son sexe à elle? Mais c'est une blague. À quel moment? Et c'est parce qu'on se pose la question du consentement qu'il y a un problème. C'est qu'on ne devrait pas se poser cette question-là. Déjà, si on posait la question du désir, là, tout le monde fait « Ah oui, non, c'est pas possible. » Quel désir, ça? Non. Non, jamais. Et par ailleurs, en plus de ça, c'est son intentionnalité à lui. Il est tout puissant. Il est super vieux, super gros, ce machin. Elle bouge pas. Elle est complètement sidérée. Bien sûr qu'il est en train de violer. En fait, si on met le focus sur lui, ça devient très, très clair, cette histoire. Donc, l'arnaque du consentement, c'est que c'est encore la victime qui doit prouver qu'elle n'était pas consentante. Mais c'est pas ça, le viol, en fait. Ce qu'il faut aussi dans cette histoire, ce qui a été grave, c'est que du coup, ça s'est produit 2 fois parce qu'elle y est retournée en se disant que elle allait prendre. Oui. Bon, moi, j'ai lu les commentaires à ce niveau-là qui sont atroces comme d'habitude parce que c'est pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle y est retournée, alors qu'en fait, dans tous les cas, c'est toujours pas de sa faute. Hein. Il faut que les gens comprennent que les victimes de violences sexuelles, elles dissocient et que en fait, cette jeune femme, quand elle y est retournée en pensant pouvoir lui dire ce qu'elle avait à lui dire, en fait elle s'est retrouvée en face de lui et elle a redissocié une 2e fois. Et en plus, un cerveau qui a dissocié, c'est un cerveau qui redissociera beaucoup plus rapidement. Être face à son agresseur, c'est un cerveau qui se dit « Oula, je suis en danger, je coupe tout parce que c'est trop difficile. » Et donc, non, c'est pas qu'elle l'a cherché, non, c'est pas qu'elle y est retournée parce que, voilà, c'est qu'on est face à une femme qui a voulu se faire respecter, à part que, en fait, elle a dissocié. Et même plus que ça, c'est une femme qui avait l'espoir fou que ce ne soit pas arrivé quelque part. C'est-à-dire qu'en y allant, en disant, en fait, je voulais pas, et en s'imaginant que lui, évidemment, c'est fou. Encore une fois, elle était même dissociée en y allant. Enfin, mais en s'imaginant qu'il puisse dire ah bon, pardon, et qu'il se mette à pleurer, machin, ça permet de se dire c'est pas le pire qui m'est arrivé. Ça reste mon ami, l'ami de mon père. Ça reste une personne douce avec moi. C'est l'espoir qu'il ne soit pas un violeur et que donc elle n'ait pas été violée. C'est une stratégie de survie.
Complètement. Et je pense que Et on n'est même, pas elle espérait même assez, avoir, alors que même si c'est fou, elle espérait même avoir une explication qui lui oui, explique non, c'est réparation. pas ça qui s'est passé. Non, Réparation. mais c'est-à-dire, enfin, même, c'était pour annuler le truc, en fait, et se dire non, j'ai pas vécu ce viol. C'est ce qu'on peut voir dans nos prises en charge où effectivement, au départ, on va aller dedans, on va essayer de mettre les mots et souvent ils sont durs à mettre ces mots pour oui. pour nos patientes parce que c'est accepté que ça s'est passé. Et donc moi aussi j'ai subi ça voilà. et c'est pour la vie et ça y est. Ouais. Et c'est inscrit. Et donc bien sûr, elle a voulu dans un espoir fou de récupérer sa vie en fait. C'est ça qu'elle a été faire. Enfin, je veux dire, Charlotte Arnoux, soutien absolu. Et puis pour les 16, je crois, qui ont parlé d'agression et de viol contre Gérard Depardieu, et aussi soutien à toutes celles qui n'ont pas encore parlé, qui ne pourront pas parler, et celles qui pourront parler aussi, on sera là avec vous. Quand vous serez prête, bien sûr. Et puis surtout, on vous croit en fait. Il n'y a pas de... Voilà. On n'est pas assez éduqué à la façon dont notre cerveau fonctionne aussi dans ces moments-là. Un cerveau qui dissocie, en fait, c'est fait quoi. Tu vois, il n'y a pas de... Et donc il te dissociera autant de fois qu'il jugera nécessaire de dissocier pour se protéger, puisque c'est un mécanisme de défense. C'est Muriel Samona qui dit il faut augmenter la culture du psychotrauma. Et c'est très très juste. Il faudrait grandir depuis l'enfance avec une connaissance de comment fonctionne le psychotrauma, comment fonctionne la mémoire traumatique, qu'est-ce que c'est la sidération, qu'est-ce que c'est la dissociation, comment est-ce que ça fonctionne ces mécanismes-là, pourquoi. Et en fait, s'il y avait cette culture du psychotrauma, mais ce ne seraient pas les mêmes résultats dans les prétoires. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, on va reprocher aux victimes des preuves du fait qu'elles ont été victimes. Des incohérences, des oublis, du fait qu'elles n'aient pas crié. On leur reproche des trucs qui sont en fait la preuve qu'elles étaient sidérées. Donc, qui était la preuve qu'il y a eu bien eu une agression. Donc, c'est le monde à l'envers. On leur reproche des facteurs psychologiques, en fait. Parce que la société en entière, elle n'est pas formée. Mais au niveau des magistrates et des magistrats en particulier, ça va au-delà de ça. Même ceux qui sont formés, il y a beaucoup d'agresseurs là-dedans, donc ils n'ont pas intérêt. Et là, quand on lit les 56 qui ont soutenu Depardieu dans la magnifique tribune, d'ailleurs moi je dis pas une tribune dans ces cas-là, la féminine universelle, c'est pas toute féminisée, c'est aussi masculinisé les trucs qui me plaisent pas, donc le verrue plantaire, le diarrhée, et là le triburne. Voilà, on peut changer en triburne, on comprend mieux ce que c'est. Et là, en fait, parmi ces gens, il y a un type qui a été balancé sur les réseaux sociaux par un jeune acteur qui a dit en fait lui il m'a fait une agression sexuelle, voilà, et quand la tribune est sortie il m'a écrit en disant bon moi je t'ai rien fait smiley, enfin genre l'aveu de dingue, enfin des trucs comme ça, et voilà, ça commence à sortir sur les unes et les autres. D'ailleurs, il y en a plein. Vraiment, ce triburne est risible. Il y en a plein qui se retirent des signataires. En fait, j'étais pas. En fait, finalement, j'ai bien relu. J'avais pas lu que en fait. Voilà. Mais l'histoire se moquera de vous et. Non, mais l'histoire vous pointera du doigt, ça c'est clair. Parce que c'est scandaleux, c'est honteux et qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça en fait. Mais du coup, éduquer au psychotrauma, mais franchement, moi je vais plus loin là-dessus parce que, je vais plus loin, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais je pense sincèrement que de toute façon, le jour où on prendra soin déjà de nos enfants, qu'on arrêtera de les maltraiter, qu'on arrêtera, parce que pour moi la racine du patriarcat, elle est là aussi, elle est dans la façon dont on prend soin de nos bébés, de nos enfants, etc., dans la façon dont on éduque nos petits garçons, dont on éduque nos petites filles. Je suis persuadée que si demain on les éduquait déjà sans violence, en fait le féminisme n'existerait même pas. C'est-à-dire que pour moi la racine, ce sont nos enfants qu'on élève et qui deviennent adultes et qui reproduisent déjà un système de domination qu'ils vivent au travers de la relation parent-enfant, en fait, où il y a vraiment un truc de... Oui, et puis c'est quand même une petite fille sur 5 et un petit garçon sur 13 qui subissent des violences sexuelles notamment avant l'âge de 18 ans, pédocriminels. Donc, si on regarde, c'est énorme. Et si on regarde, du coup, les maltraitances contre les enfants en général, là, c'est la grande majorité des enfants et des enfants. Oui, c'est énorme. C'est une rareté en France, les enfants qui ne sont pas maltraités, que ce soit physique ou mental, ou les deux, ou sexuel encore plus. Mais voilà, je veux dire, oui, effectivement. Après, c'est important de... Je sais bien que c'est pas ce que tu es en train de dire, mais de pas dire que les mecs, ils sont comme ça parce qu'ils ont subi. Non, c'est parce que parce que les femmes, elles subissent à fond, puis elles refont pas. Donc, ça marche pas. Mais parce que je pense qu'il y a aussi une différence d'éducation déjà entre les petits garçons et les petites filles, qu'on n'éduque pas de la même façon un petit garçon dont on éduquerait une petite fille. C'est pas une excuse pour moi, c'est une explication, parce que je pense qu'il y a quand même des personnes qui, même en ayant vécu dans ce système-là, ne reproduisent pas. Donc je pense qu'à un moment donné, notamment les femmes, mais même je pense qu'à un moment donné,
même en tant qu'homme, quand tu choisis d'eux, tu choisis Oui, d'eux. tout à fait. Parce Oui, que bien tu sûr. fais pas le choix avec tout le monde, bizarrement. Tu fais pas le choix de taper Ils ont des pulsions ton que quand pote. ils sont seuls Voilà, avec une petite fille. la- C'est la- marrant. la coup de la Quand ils sont en pulsion. face d'un autre ministre, ils font pas. Donc, C'est drôle. Et ça, le coup de la Exactement. pulsion, il n'y a rien qui monte, qui C'est explique pas ça, c'est prouvé, faux, il y a ça pas n'existe de pas, fact. ça, c'est faux Donc complet. en fait, pour moi, il y a des choix qui sont faits à un moment donné. Alors je sais que après, voilà, en tant que psychologue, je peux pas enlever le fait que c'est multifactoriel et que l'éducation rentre en jeu dans ces facteurs-là. Pour autant, à un moment donné, quand tu décides d'être violent, tu peux avoir des problèmes de gestion de colère, tout ce que tu veux. Hein. Oui, les femmes, on a des problèmes de gestion de colère, par mais exemple. à un moment donné, On n'est pas je massivement des pense que violeuses. tu choisis aussi avec qui Non, t'es mais bien violent sûr. parfois. Tout à fait. Bien sûr. Tu vois. puis Et c'est Muriel Salmona qui m'avait expliqué ça une fois et ça m'avait fait beaucoup de bien parce que je lui avais demandé est-ce que c'est possible d'être une agresseuse sans le savoir. Et là, elle m'avait dit non, pas du tout. Parce qu'en fait, elle m'avait donné. Et c'est une explication qui a. Voilà, il y a beaucoup de choses que m'a expliqué Muriel Salmona où il y a une avant et une après, hein, mais comme pour beaucoup de gens. Mais elle m'avait dit en fait, l'empathie, tout le monde l'a en arrivante. Les enfants, Oui. même les personnes animales, enfin tout le monde. Et puis, quand en fait, quand on fait du mal à une personne, si on prend la métaphore de la voiture, quand on fait du mal à une personne, on s'en rend compte. Et par empathie, on a mal aussi. Donc, on lève le pied, on décélère et on dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pardon, je voudrais comprendre, machin. Et ça arrive à tout le monde de faire du mal à Totalement. autrui sans le vouloir. Ça s'appelle de la maladresse, enfin bon, voilà. Et là, on essaye de comprendre, et puis du coup, on s'excuse, on comprend des trucs, on avance. Voilà. Mais quand on voit qu'on a fait mal, et qu'au lieu de décélérer, on appuie sur l'accélérateur, ça, c'est toujours une décision. Et ça, c'est hyper important. C'est là, souvent, on me dit oui, mais bon, comme on peut faire mal sans le vouloir, du coup, comment faire la différence ? C'est Non. les gens qui appuient sur le champignon. Oui, mais Voilà. on est d'accord. Oui, et Et, puis le truc de la pulsion, ça n'existe non, pas. bien sûr. Enfin, Et, stop, en fait. Il n'y a pas de. Ça n'existe pas. Juste, en fait, il faut remettre les. Enfin, il y a des. En fait, c'est toujours la même chose. On en revient là-dessus, mais pour moi, c'est pas un débat. Il n'y a pas de débat. On peut avoir des débats sur plein de choses dans la vie, mais il y a des choses sur lesquelles c'est pas des débats. Ça, c'est pas des débats, en fait. Les pulsions, tout ça, Scientifiquement, ça c'est n'existe prouvé, pas. reprouvé, À partir du reprouvé. moment où la science a statué dessus, en fait. Ce n'est plus une opinion, ce n'est pas ton opinion. Juste, tu décides de ne pas écouter parce que tu n'as pas envie de changer, que tu n'as pas envie que ça change, parce que tu es privilégié là-dedans et que du Oui, coup, parce que voilà. t'as envie de continuer à violer. Voilà. Voilà. complètement. Donc, en fait, juste à un moment donné, c'est pas des débats, quoi. Mais non, tu vois. bien sûr. Et ce que tu dis est très fort aussi pour les victimes. Et ça, quand on fait ce travail-là, justement, ça va être de repérer toutes ces choses-là que la personne a repérées et du coup a modifié son comportement pour arriver à ses fins. Exactement. Parce qu'il a Le mis à un scénario moment de donné une l'agresseur. force. Exactement. Mettre Il y en a eu, avant il y a le eu une scénario. force parce qu'il y a eu à un moment donné, il a dit un mot spécifique. En fait, c'est bien que c'est construit. C'est Un mode opératoire. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est à un moment donné, c'est voulu. C'est une personne qui a voulu obtenir quelque chose. En fait, moi, j'avais aussi des questions par rapport à toi, comment tu vivais ça, parce que le militantisme, ça draine. Moi, je me rends compte que plus je suis dedans, plus je sais, et plus je sais, moins je peux ne pas savoir, tu vois ce que je veux dire. Et ça met en colère, et ça, c'est drainant, en fait, c'est du quotidien, ça s'arrête jamais. Enfin, voilà. Et du coup, comment tu fais, toi, pour préserver ta santé mentale, en fait, dans ton militantisme, pour continuer à prendre soin de toi, pour garder espoir aussi, des fois, parce que, tu vois, je regardais ton spectacle tout à l'heure, et je te disais qu'il donnait de la force, et je suis très sincère là-dessus. Je trouve qu'il donne de la force, et que, tu vois, ces derniers jours, avec l'actu, etc., je sentais que ça m'impactait. Alors, je sais travailler sur ce qu'on appelle le lâcher-prise, tout ça, mais tu vois, tu as des fois où c'est plus difficile que d'autres. Enfin, ces derniers jours, j'ai trouvé ça un peu plus difficile que d'autres. Et du coup, je me demandais comment toi, tu vivais ça, en fait. Comment tu vivais ton militantisme. Alors effectivement, le militantisme, ça demande de l'énergie et ça nous en prend. Ça nous prend du temps et ça transforme la vie. Et moi, depuis une bonne quinzaine d'années, même avant d'ailleurs, avant d'avoir compris tout ce que j'ai comprise, je pense que voilà, je me couche, je me lève, lutte contre les injustices depuis que je suis née en fait. Il y a un truc. Donc voilà. Ça a toujours été comme ça. La lutte contre les injustices, oui. Ouais. J'ai commencé par les luttes enfantistes, en fait, sans avoir encore inventé le mot, mais j'ai commencé par lutter contre l'adulte. Je faisais des manifs anti-adultes, des pièges anti-adultes. Ok. C'était très sérieux.
J'étais fan de Maman, j'ai raté l'avion parce que les pièges, je les ai tous vraiment, j'ai été punie parce que j'avais attrapé des adultes. Voilà. Mais ouais, ça a toujours été en toi, quoi. Ouais, mais je supportais pas en fait qu'ils nous forcent à finir notre assiette. Je supportais pas qu'ils me demandent de les vouvoyer alors qu'ils me tutoyaient. Enfin, et après, en grandissant, j'ai compris que c'était pas l'ensemble des adultes à égalité, que les hommes c'était bien pire. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais. Et puis les personnes animales assez vite aussi. Enfin, donc oui, moi l'injustice, j'y arrive pas. Après, j'imagine que c'est le cas de beaucoup de gens, hein, mais peut-être pas assez. En tout cas, voilà, moi ça, c'est pas possible. Et donc à la fois, oui, ça enlève de l'énergie. À la fois, ça donne le sens à la vie. Je vais pas contempler les injustices, les bras croisés. Et puis de toute façon, je peux pas faire ça. Enfin, il y a que les dominants. Tu vois, à la limite, les mecs, vous pourriez vous dire bon, ça m'embête les injustices. Mais bon, je reste en dehors, les bras croisés. Il y en a plein qui le font, hein, les fameux alliés qui foutent rien. Et les hommes alliés, c'est comme Dieu. Tout le monde m'en parle, je demande des preuves. Et en tout cas, voilà, vous, c'est possible. Mais moi, je peux pas rester à l'extérieur et regarder, puisque en fait, ça me rattrape tout le temps. Ça me rattrape dans la rue, ça me rattrape à chaque fois qu'un mec vient me parler, me tient la jambe pendant 15 plombs pour m'expliquer ma propre vie. Enfin, je veux dire, voilà, c'est constant. Et là, je parle des trucs les moins graves. Donc déjà, ça donne du sens à cette vie-là, en tout cas. Mais bien sûr que j'aimerais avoir gagné, que ça y est, il n'y a plus aucune raison de lutter. Tout le monde est féministe, enfantiste, antiraciste, vegan, etc. Et puis du coup, je vais me coucher. Enfin, et je pars en vacances et je vous assure que je préférerais. Et je trouverais un autre sens à ma vie. Je ferais de l'art autrement. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Mais le truc, c'est que en l'état, lutter, c'est ne pas mourir. Ça, c'est une première chose. Ensuite, comment garder de l'espérance, en plaçant son espérance, je dis pas espérance, ça m'énerve, en plaçant son espérance au bon endroit, c'est-à-dire sur les personnes qui en sont dignes, les femmes, les enfantes, les enfants, les personnes animales, la nature et soi-même. Franchement, plus j'avance, plus je suis cohérente avec moi-même, plus je me bats, plus devant la glace, je me dis waouh. Déjà, moi-même, je suis une belle raison d'espérer. Et ça, on n'a pas l'habitude d'entendre les femmes, parce que souvent, ce n'est pas le cas, ou même quand c'est le cas, elles n'osent pas le dire. Je sais que je suis géniale, je suis très au courant. Et je dis géniale avec une Y. Comme ça, on entend gyne, comme gynécologique. Okay, ça marche. Voilà, c'est aussi une de mes trouvailles efficaces, je trouve. Je suis à la courante. Et du coup, je suis ma plus grande amour, c'est clair. Et pourtant, j'aime plein de personnes, hein, mais je suis ma plus grande amour. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que du coup, je suis toujours avec une personne que j'aime. Enfin, je suis avec moi. Enfin, voilà. Et ça, c'est immense déjà pour garder de la santé mentale. Et c'est pour ça que devenir féministe, mais pas que, devenir aussi, du coup, enfantiste, animaliste, végane, du coup. Enfin, tant qu'on n'est pas végane, on est une personne qui participe au crime. Donc, ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, les féministes pas encore antispécistes véganes, c'est des gens qui demandent aux hommes, parce qu'elles sont à leur merci, arrêtez de nous violer, alors qu'elles se comportent de la même manière avec des gens qui sont à leur merci. Pardon, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, ça y est, il faut devenir végane, terminé. Je sais pas si c'était déjà le cas, mais maintenant c'est fait. Et donc, voilà, enfin, je veux dire, on peut pas, comme par hasard, quand c'est nos intérêts, dire ah, s'il vous plaît, arrêtez les violences, et puis quand c'est nos intérêts, dire non, c'est bon, on peut y aller. Enfin, non, en fait. Si l'empathie ne doit pas s'arrêter à la forme d'un sexe, elle ne doit pas s'arrêter à un âge, elle ne doit pas s'arrêter à une couleur de peau, elle ne doit pas s'arrêter non plus à la barrière d'une espèce. Je vois pas le rapport. Donc ça, déjà, c'est une chose. Et puis faire le moins de mal possible, elle me semble que c'est une bonne manière de garder sa santé mentale. Être fier de soi, c'est une très bonne manière de ne pas devenir dingo, je vous le dis. Et plus je suis cohérente, et plus je suis militante, c'est-à-dire un peu plus chaque jour, et plus, la santé mentale, elle est solide en vrai. Parce qu'on aime ce qu'on voit dans la glace, et ça joue. Et puis, en fine, quand on est féministe, souvent, il y a un moment où on change d'entourage. Hein, je peux se remarquer. Oui, j'ai remarqué. La majorité des féministes, là, pour Noël, n'ont pas supporté leur famille. Hein. La majorité des féministes, pour info, on a fait Noël ensemble. On s'est appelé en disant bon, toi non plus, tu vois pas ta famille, voilà, nickel. Et donc voilà, non mais c'est vrai. Alors il y en a 2-3 qui ont la chance d'avoir une famille un peu moins terrible, ou 2-3 qui n'ont pas encore réussi à rompre, mais en vrai, juste, on s'est délesté, hein, c'est très clair. Et puis c'est Rebecca West qui disait, je sais pas ce que ça veut dire féminisme, mais je sais qu'on me traite de féministe chaque fois que je refuse qu'on me traite comme un paillasson. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le fait moi, dès l'instant où j'ai cessé d'accepter qu'on me traite comme un paillasson, spontanément, plein de copains de lycée ont déserté. Hein. C'est pas moi qui les ai virés. Ça s'est fait très naturellement. Et du coup, il y a un moment donné où on pourrait s'imaginer qu'on n'est plus seul, mais pas du tout. Parce que pour chaque mec qui sort, il y a 10 meufs qui rentrent. Et puis, il faut voir lesquelles. Je veux dire, si vous voulez rencontrer des femmes extraordinaires, je dis pas ça aux mecs, hein.
D'accord, on fait pas semblant d'être un allié féministe pour rencontrer des meufs extraordinaires. Hein, je serais la première à vous... Voilà, quick. Mais non, les femmes, je veux dire, rencontrer des femmes extraordinaires, c'est notre quotidienne en féminisme. C'est devenu un pléonasme, femme extraordinaire. Je veux dire, c'est voilà, donc ça déjà, plein de raisons d'esmérer. Et puis moi, je prends une plaisir sans pareil quand j'ai la chance de la faire, ce qui n'est pas assez souvent, mais d'aller marcher dans la nature. C'est immense d'aller se ressourcer. La terre est magnifique, malgré tout ce qu'ils commettent les hommes, hein, avec un tout petit H. Contre elle reste magnifique. Moi, je vis avec des personnes que j'aime infiniment, qui sont mes 2 chiennes, mon cochon d'Inde, mon autre chien qui est plus avec nous, mais auquel on pense toujours. Qui s'appelle comment ? Mon fils s'appelle Ponto. Ce sont mes enfants. Hein. Je les ai adoptés, simplement. Voilà. Donc, mon fils s'appelle Ponto. Mes filles s'appellent Prunelle, Pachuna. Mon autre fils cochon d'Inde s'appelle Pochon. Et on vient de perdre la meilleure amie de Ponto qui s'appelait Manou. Et je pense à elle aussi. Et en fait, ces personnes-là, c'est immense. Souvent, les gens me disent, mais comment tu deviens pas folle ? Mais parce qu'il y a des gens qui font de la méditation. Moi, tous les matins, je fais 1 heure de câlin. Voilà. Donc, je sais pas comment on fait pour déprimer avec ça. Je suis désolée. Moi, je bouge un doigt de pied. Il y a des personnes qui font genre, wouh, maman, elle bouge, excellente, salut. Genre, voilà, tu peux pas déprimer avec des chiennes et des chiens. C'est pas possible. Tu peux pas déprimer en voyant un petit cochon d'Inde tellement mignon que tu as envie d'en pleurer tellement il est mignon. Genre, il a volé la mignonnerie de la terre, tu vois. Genre, non, mais c'est pas possible. Et c'est que des personnes. Je me suis jamais dit, tiens, je vais adopter. Je me suis toujours dit, tiens, j'ai adopté. C'est que des personnes que j'ai rencontrées sur les routes des abandons, que j'ai rencontrées sur les routes des maltraitances, qui ont subi des trucs affreux. Pochon, c'est le dernier que j'ai rencontré par hasard, grâce à sa sœur Prunelle d'ailleurs. Boulevard Richard Lenoir, il a été abandonné au milieu des voitures et des rats et des qui l'auraient tué, les pauvres, parce que c'est pas la même espèce. Enfin, bon, bref, c'est pas la faute des rats et des rats, je veux dire. Et des bouts de verre et des machins. Comme d'habitude, à chaque fois, j'essaye de trouver une super famille. À chaque fois, on trouve pas. Puis ça y est, on s'aime, ça y est, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu l'âge de Noah à la maison. Voilà, je peux pas perdre espérance quand je regarde ces personnes-là. C'est impossible. Et c'est ça l'antispécisme, en fait. C'est être en capacité d'aimer pour de vrai. Parce qu'on ne peut pas aimer si on n'est pas égal. On ne peut pas aimer une personne qu'on ne considère pas comme son égal. C'est la raison pour laquelle je sais de source sûre que l'immense majorité des hommes sont incapables d'aimer les femmes. Incapables. Parce qu'ils ne nous considèrent pas comme leurs égales. Et tu fermes parfaitement la boucle de cet épisode avec cette phrase. Et je sais pas si des fois tu doutes de... ça, c'est une petite séquence émotion pour moi. de doute de ce que tu fais et tout ça. Et, je pense pas. Non, mais voilà. Mais, ça fait quelque temps que je doute plus à cet endroit-là, en tout cas. Au quotidien, voilà, moi, je le vois dans ma famille, tout ça, tu as réussi à, sur une table donc, de ma fille 2 ans jusqu'à son arrière-grand-père 80, à faire parler de féminisme par tes actions et par tout ça. Et donc, rien que ça, c'est fort. Après, tu as des relais derrière. Et puis, on adore. Et puis, moi, je le vois aussi personnellement, voir mon frère, ma soeur aussi évoluer différemment. Et c'est part du travail comme ça que ça marche. Donc, merci pour ton travail vraiment par rapport à ça. Merci de la dire. C'est clair. Merci. Mais il faut... Tu disais quoi, 30%? Je veux que le monde entende ce message. Il nous faudrait 30% de nos sœurs pour que le patriarcat tombe, c'est ça? Ouais. Ça a été étudié à la fois par des sociologues dans des expériences scientifiques et à la fois par une observation de l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des luttes contre des oppressions, quelles qu'elles soient, c'est jamais les oppresseurs qui se sont penchés et qui se sont dit tiens, ils ont l'air un peu serrés avec leur chaîne là. Non, jamais. C'est pas ça qui se passe. Et c'est pour ça qu'à chaque fois vous entendez mais quand même on n'y arrivera pas sans les hommes. C'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que précisément on n'y arrivera que sans eux. C'est ça le truc. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns, voilà, les légendaires hommes alliés dont tout le monde me parle. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns qui seront de notre côté, éventuellement. Mais ce ne sera pas décisif, puisqu'ils seront 12. Je veux dire, ça n'aura qu'un sens, tu vois. Voilà. Évidemment, dans les luttes, par exemple, contre l'esclavage ou la ségrégation, évidemment qu'il y avait des personnes blanches. Et en majorité des femmes, d'ailleurs. Hein, je vous signale quand même que l'ensemble des féministes qu'ils n'arrêtent pas de traiter de sales blanches bourgeoises racistes, en réalité, elles ont commencé par écrire contre l'esclavage. D'accord, Olympe de Gouges, en premier chef, par exemple. Mais toutes, hein. Enfin, Louise Michel, Flora Tristan, enfin, toutes elles ont commencé par la lutte contre le racisme. Hein, alors que les hommes qui luttent contre l'antiracisme, on ne peut pas en dire autant. Hein. Ils militaient pour que les femmes, blanches ou pas blanches, n'aient pas le droit de vote, hein, quand même. Voilà. Non mais, merci. Nos hommes alliés, n'est-ce pas? Voilà, peut-être qu'il y en aura, mais exactement comme il y avait 3 personnes blanches qui se baladaient dans les manifs contre la ségrégation. Mais, ou sûrement plus, mais on s'en fout. C'est pas ça qui a été décisif dans la bataille, puisqu'il y en avait très peu.
C'est toujours comme ça. C'est toujours les opprimés qui, massivement, à un moment, se rendent compte qu'elles subissent ou qu'ils subissent la même oppression, même si elles s'expriment de manière différente, et qu'autour de ces intérêts, malgré leurs différences, elles vont lutter ensemble pour l'abolir. Et à partir du moment où on a ça, il suffit d'être 30% pour que ça pète. Parce qu'on même pas la moitié. Donc, il ne faut même pas être majoritaire face aux oppresseurs. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est le maître qui a besoin de l'esclave et pas l'inverse. C'est l'oppresseur qui a besoin, pour que son oppression fonctionne, d'opprimer. Donc, en fait, dès l'instant où on lui enlève sa matière première, c'est-à-dire les opprimés, ça marche plus, leur machin. Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte au moment du Covid, la société tient entièrement sur les femmes. Si vraiment 30% des femmes se mettaient en grève dans ce pays, il n'y a plus rien qui existe. Enfin, je veux dire, non mais c'est vrai. Mais oui. Oui, on est Il n'y en d'accord, aurait plus c'est que des faits. 3 traders qui se tripotent les nouilles. Enfin, je veux dire, voilà, ça sert à rien. Il y a une étude qui a prouvé que plus un métier est indispensable à la société, plus il est féminisé, C'est plus vrai. il est défavorisé, moins il est payé. Plus un métier est inutile, voire nocif à la société, plus il est masculinisé, plus il est payé, plus il est valorisé, à l'exception des médecins. Voilà. Donc c'est très simple. C'est-à-dire que, enfin, on a toutes dans les mains. Ils savent plus rien faire. Vous les connaissez, ces hommes qui deviennent veufs et qui se laissent mourir de faim parce qu'ils savent pas allumer le chaudière. Oui. Non mais tu vois, enfin je veux dire, Non, mais oui. voilà, c'est des glandus. Donc à partir du moment où on arrive à convaincre 30% des femmes dans un endroit donné ou sur cette planète qu'on subit la même oppression patriarcale, et quelles que soient nos différences d'histoire, de croyances, voilà, là où on en est dans notre féminisme, si on a compris ça, et c'est très compliqué parce que c'est la division entre opprimés, c'est la base d'une oppression. C'est le premier truc que font les oppresseurs, c'est diviser les opprimés entre elles. Hein, c'est ça, Blanche-Neige, par exemple. La reine Blanche-Neige, elle est plus belle. Mais bon, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'ils nous ont enlevé le mot sororité. Mais dès l'instant où on arrive, malgré leur mise en division des opprimés, à s'allier, il suffit d'être 30% pour que ça pète. Pour que ça s'écroule en 5 minutes. Et alors ça, ce serait quand même extraordinaire. Et c'est pour ça que moi, je n'écris et je ne joue que pour les femmes. Et donc, s'il y a des hommes dans la salle, bon, bah, c'est encore un immense privilège pour vous de m'écouter. Et si ça bénéficie aux femmes autour de vous, tant mieux. C'est pour elles que je le fais. Mais je n'écris pas pour vous ou en pensant à vous. Parce que sinon, déjà, je n'écrirai rien. Parce que les mecs sont vexés tout le temps. Voilà, tu dis « elle pleut », je suis menacée de mort. Donc, c'est marrant parce que quand Necfeu ou avant ça, Prévert ont écrit « elle pleut », c'était des génies. Moi, j'écris « elle pleut », ça mérite la peine de mort quand même. Hein. Et puis en plus de ça, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on soit des 30%. Et après, c'est bon. Hein. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on soit d'accord sur tout. Tu vois, Non. je pense que chaque Justement, femme. il faut apprendre à Ouais. accepter de ne pas être C'est d'accord. ça la C'est ça la tolérance démocratie aussi. Hein. Je pense que quand l'objectif est le même, qui est donc l'égalité entre les genres, c'est largement suffisant et que chaque femme a sa façon à elle de porter son féminisme et d'être dans le militantisme de ça. Et donc, je pense qu'on peut être 30% de sœurs qui ne sont pas d'accord pour tout entre elles. Et vraiment, c'est important. Et parce que... c'est ça. Et puis même, moi, par exemple, je ne lutte pas pour l'égalité entre les genres. Ok, dis-moi en plus. Moi, je veux les abolir, les genres, déjà. Enfin, je veux abolir le genre. Ok. Je veux abolir le fait que quand on est sur la base de nos organes génitaux, on va dire toi t'aimes le rose, toi t'aimes le bleu, toi tu vas être astronaute et toi tu vas être assistante, Oui, je sais pas quoi. on est d'accord. Enfin, pas de stéréotypes. Oui, mais du coup, je veux vis-à-vis pas des genres. l'égalité entre les genres. Moi, je veux les abolir. Je veux qu'il n'y en ait plus. Attends, C'est-à-dire que tout le monde, quelle que précise-moi. soit la forme de son sexe, puisse avoir la vie, les Oui. goûts, Et les Tu veux métiers. abolir les stéréotypes Oui, de mais genre. Le genre, c'est une construction des hommes Ok, c'est bon, contre je les comprends. femmes. Les hommes ont créé le genre pour opprimer les femmes. Le genre va raconter que ça tombe bien pour opprimer les femmes, puisqu'elles sont naturellement douces, et que ça tombe bien pour opprimer les femmes, puisqu'on est naturellement violent. Hop, qui c'est qui perd? Donc en fait, le genre, comme tous les outils du patriarcat, je veux l'abolir. Et que du coup, féminin ou masculin, ce soit une façon de décrire des sexes. Mais c'est tout. Enfin, tu vois, Oui, voilà, oui. on s'en fout. Ou des tibias. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais basta. Et qu'en dehors d'un truc complètement biologique, on s'en fout du coup. Et que il n'y ait plus un comportement féminin. Ça ne veut Oui, plus rien dire. ok, complètement. Puisque tout le monde serait et agirait comme les femmes aujourd'hui, c'est-à-dire de manière éthique et sympa. Et du coup, non, moi, ma féminisme, c'est vouloir l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient. Sur ça, on est d'accord. Et c'est là-dessus aussi, Complètement. et je pense que c'est plus intéressant que l'égalité, parce que l'égalité, tant que le viol existe, c'est de la folie. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que pour l'instant, justement, pour moi, c'est une arnaque de nous parler d'égalité maintenant. Parce que tant que le viol existe, c'est impossible. Et ça, c'est Andrea Dworkin qui le dit aussi en langage. Lisez Andrea Dworkin, qui a beaucoup travaillé avec Catherine McKinnon, dont je parlais juste avant. Et donc voilà, et en fait, moi, c'est ça, je veux qu'on puisse vivre en paix, en sécurité, sans violence, quelle qu'elle soit. Contre les femmes, les personnes animales, les enfants, les personnes handicapées, les personnes qui ont telle ou telle couleur de peau, telle plantation capillaire, je m'en fous. Je voudrais que, voilà,
personne ne subisse de violence parce que personne n'en commet non plus. On accepte même Voilà. les implantations capillaires des gens de l'extrême droite. Bah, il n'y en aurait plus du coup, Il n'y en aurait plus. d'extrême droite. Mais c'est ça le truc. Puisque voilà, ça s'est basé sur de la discrimination. Donc il n'y en a plus. Et donc à partir de là, on peut inventer une histoire en paix, quoi. Sans rapport de force permanent. Et ça, c'est, à mon avis, possible, même si c'est pour l'instant difficile à imaginer. Et donc, je comprends pourquoi tu as parlé d'égalité entre les genres, mais je veux dire, ça va plus loin, à mon avis, encore. En tout cas, moi, dans ma bataille, j'avais pas cette je voudrais nuance que les violences cessent. En fait, moi, c'est ça mon truc. J'avais pas cette nuance et j'ai envie d'apprendre toujours plus là-dessus, tu vois. Mais je suis pas en train de dire que t'as tort. Je suis en train de dire, justement, mais on peut aussi ne pas être d'accord dans la manière de le dire ou de le vivre, je sais pas quoi. Carrément. Et moi, je suis d'accord pour que les gens soient pas d'accord avec moi. C'est ça la démocratie. Je trouve ça super. Et en fait, la sororité, c'est pas du copinage. Il s'agit pas d'être super copine et d'accord tout le temps. Il s'agit d'un positionnement de citoyenne pour dire on va lutter ensemble parce que ça, on a capté que ça n'allait pas. Et c'est pour ça que je précisais tout à l'heure qu'on n'était pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais par contre, je t'écoute et par contre, j'aime, tu vois, avoir aussi d'autres points de vue qui me font me poser des questions sur ma façon de voir le système dans lequel j'évolue, etc. Donc, merci pour ça aussi, quand même. Voilà. Peut-être on peut clôturer en disant à chacune que vous êtes précieuse, que vous êtes importante, contrairement à ce qu'ils ont pu vous dire. Et qu'on lâche rien, parce que 2024, à mon avis, ça va être plein de défis encore. Ça, c'est clair. Et venez me voir au Théâtre du Café de la Gare chaque semaine. Voilà, donc avec Compte à rebours. Donc ça, c'est une samedi sur 2 à 14h30. Et une réécriture féministe des contes de fées, pif pouf. Et puis La Pérille Mortelle, la One Feminist Show, c'est à chaque fois 2 jours après. Vous voyez, samedi, lundi. Et là, c'est à 19h. Et donc, une lundi sur 2 aussi. Et puis, je suis aussi en tournée dans toute la France. Et puis, ça m'arrive d'aller en Belgique, en Suisse, au Québec. J'espère un jour passer la Méditerranée. En plus, il y a une version de Compte à rebours en anglaise qui existe maintenant. Donc, je m'attaque à l'Europe. Je veux dire, voilà. Donc, vous pouvez en parler à vos élus. Des fois, leur dire, voilà, moi, je connais un spectacle. C'est à la fois une œuvre d'art, mais aussi une œuvre de conscientisation. Donc, ça peut être top. Voilà. Je bouge beaucoup dans les collectivités, les universités, etc., les entreprises aussi. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, à me contacter, à me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'il n'y ait pas que des masculinistes. Et puis, à lire mon livre. Si vous allez sur mon site, tifnd.com, vous pouvez commander mon livre. De toute façon, on mettra le maximum de choses que l'André... Mais donc, Instagram, c'est tifnd et sur TikTok, c'est tifnd. C'est ça. Oui, je sais plus sur quoi. Mettrai tout en mais il y a des fois, c'est Tifnd. Parce que, en fait, D, pourquoi D ? Pourquoi juste une lettre ? Oui. Parce que c'est un positionnement politique contre les patronymes. Je refuse de porter le nom de mes oppresseurs. Donc, si je prenais le nom de ma mère, c'est le nom de son père, en fait. Les femmes n'ont plus de nom. Les hommes leur ont volé leur nom. Et du coup, il y en a un autre qui a fait ça, c'est Malcolm X, qui était par ailleurs un conjoint violent et un proxénète. Mais bon, bref, Malcolm X, qui luttait contre la ségrégation. Et en fait, il voulait pas porter le nom des esclavagistes de ses ancêtres. Donc il avait un nom anglophone, en l'occurrence il s'appelait Little au départ. Et quelque chose me dit que s'il s'était appelé Mr. Big, il n'aurait pas fait le même démarche. Mais enfin bon, il est parti en Afrique pour aller chercher le nom de ses pères, ses mères il chiait dessus, et il n'a pas trouvé. Donc il est revenu, il a mis une croix pour dire je ne signerai pas du nom de mes oppresseurs, et donc il a signé X pour dire voilà. Okay. Sauf que moi, les hommes ayant été capables de saloper jusqu'aux lettres de l'alphabet, en tant que comédienne, si je m'appelais Tiffen X, je vous laisse imaginer. Bon, je suis déjà assez cyberharcelée pour ça, donc j'ai mis une D comme Andrea Dworkin, Christine Delphi, Delphine Seyrig, ou encore Simone de Beauvoir. Bref, ça marche avec plein de copines. Et donc, c'est pour ça que c'est Tifnd. Et des fois, c'est déjà prise, donc j'ai mis DEE pour que ça fasse D. Mais c'était une idée que j'aurais mieux fait de mettre 50 tirets, de laisser que D, parce que du coup, les gens pigent pas quand je m'appelle. Mais voilà. Et c'était YPHAINE. Oui, aussi, ça, c'est important. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour tout. Merci à vous, merci pour le travail que vous faites, toutes et tous les deux. C'est extrêmement important d'avoir des psys formés en psychotraumatologie, féministes, conscientisés, et qui font des thérapies qui fonctionnent et pas de la psychanalyse. Merci. Merci, on s'arrêtera sur ça, ça me va très bien. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.